Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Off the Mat et vous devez peut-être l'entendre à ma voix, mais je suis hyper contente de réintroduire les interviews, les formats interviews sur le podcast. C'est quelque chose que vous appréciez énormément au tout début du podcast et je suis très contente d'inviter aujourd'hui Camille sur le podcast qui est la fondatrice d'Anatae. C'est un échange que je voulais à la fois inspirant d'un point de vue entrepreneurial et business si notamment tu as envie de lancer ta propre marque, ton propre business, mais aussi d'un point de vue un peu plus développement personnel, trouver ce courage de se lancer, de croire en soi, de croire en ses rêves, oser dépasser l'inconfort de l'inconnu pour se lancer dans quelque chose qui nous fait rêver et qui nous parle. Ensemble, dans cet épisode, on va explorer ce qu'il y a derrière l'esthétique, derrière le rituel, derrière le matcha en lui-même. On va aussi parler de conviction, de courage et d'alignement. Bonjour Camille, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Bonjour Marine, merci de m'inviter. Déjà, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, parce que moi, la première, quand j'ai découvert Anatae, j'ai découvert le matcha avant de savoir qui y avait derrière. Souvent, on voit l'entreprise de premier abord. Et j'avais envie de savoir un petit peu plus qui était Camille, cette femme qui se cache derrière Anatae. Alors, je suis Camille, j'ai 32 ans. J'ai grandi à Perpignan dans le sud de la France et j'y suis revenue il y a pas très longtemps, donc j'y habite. J'ai lancé Anatae à 24 ans. Donc c'était 2 ans après la fin de mes études à peu près. J'avais fait des études de commerce. Et j'ai décidé de lancer cette boîte parce que je trouvais pas ma voie en tant que salariée. Et c'est ma première boîte et du coup ça fait déjà 7 ans. Un petit peu plus même et c'est un grand succès. Je suis super contente de la manière dont ça se déroule. C'était pas, une mince affaire au départ et je pensais pas arriver jusqu'ici. Mais aujourd'hui, donc je suis toujours toute seule à la tête de cette, société. Je travaille avec, les mêmes agriculteurs depuis le début. Donc je suis partie au Japon pour sélectionner 2 agriculteurs qui cultivent le thé et aujourd'hui, on est une équipe de 11 femmes. On travaille toutes en télétravail, il y a pas de bureau. Et voilà. Et aussi, plus niveau perso, je suis enceinte de 8 mois de mon premier enfant. Félicitations. Ce qu'on ne voit pas Merci. justement, du coup, bah, le but, c'est pas le but justement, hein, puisque tu lances une marque pour te, j'imagine aussi pour te détacher, enfin pour détacher la femme du produit. Et ça, d'ailleurs, je pense que beaucoup de femmes qui entreprennent, et moi, c'est mon cas, quand bah, en fait, ton corps et ton apparence et ta personne et ton business, c'est quelque chose de différent. J'avais envie de rentrer justement un petit peu dans cet aspect-là de l'entrepreneuriat. Et avant qu'on rentre un petit peu plus en profondeur, déjà, je voulais te poser une question euh, qui vraiment, ce serait vraiment la première question qui m'est venue en tête, c'est pourquoi t'être lancée dans le matcha? Parce que je pense que, donc tu me disais que tu avais commencé il y a une dizaine d'années, j'ai la sensation que le matcha était peut-être pas encore quelque chose de si tendance que ça, c'est devenu une tendance. Du coup, je serais très curieuse de savoir pourquoi le matcha, si c'était quelque chose qui faisait partie de ta vie, si tu avais été au Japon, bref, où a été le déclic de te dire, OK, c'est du matcha que j'ai envie de créer et d'en faire mon entreprise? Alors à la base, moi j'avais une problématique qui était vraiment très personnelle, c'était que je trouvais pas ma voie, je savais pas ce que j'allais faire comme métier dans la vie. Pendant mes études, j'avais pas d'évidence. J'étais plutôt bonne élève, mais rien ne me plaisait suffisamment pour m'imaginer travailler dans ce domaine toute une vie. Donc j'ai commencé à me dire que l'entrepreneuriat, ça pouvait être pour moi, parce que c'était assez varié, que je pouvais avoir un métier qui mêle créativité et en même temps challenge et business. Voilà, c'était plusieurs aspects qui pouvaient se retrouver dans un métier et je me disais ça, c'est assez divers et ça me ressemble assez bien. Donc je suis d'abord partie sur l'idée de l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, il y a quelques idées qui sont sorties. J'avais quelques idées de projets et notamment le thé matcha. Donc j'ai fait un stage de fin d'études à Hong Kong dans un hôtel 5 étoiles. Parce que moi j'étais sur une piste à ce moment-là de peut-être travailler en hôtellerie, mais voilà, comme je te le disais, j'étais pas convaincue du tout. Et donc je suis partie 6 mois là-bas et en fait à Hong Kong, même si c'est pas au Japon, c'est un pays d'Asie dans lequel il y a beaucoup de matcha depuis de nombreuses années, avant que ça arrive en France en effet. Et donc je me suis dit, mais ce thé, ça pourrait être une bonne idée, ça pourrait être quelque chose qui plaît aux Français si un jour
je veux vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat et que en fait je veux pas faire de l'hôtellerie et que j'arrive à la décision de vraiment lancer ma boîte. Ça peut être une idée. Donc ça avait planté une première graine dans mon esprit en 2016. Et ensuite, 2 ans plus tard, après avoir travaillé pendant 2 ans sans vraiment être convaincue, j'ai décidé de partir au Japon pour là faire mes recherches parce que je savais que c'était le pays du thé matcha. Et voilà, c'est là que ça a commencé. Donc j'avais l'idée depuis 2 ans à peu près. Et je pense que j'ai mis 2 ans à vraiment oser me lancer. Et quand tu as fait ces recherches, parce que je trouve ça, honnêtement, en t'écoutant, je trouve ça hyper courageux, surtout à un âge si jeune, à la sortie d'une école de commerce, de dire, OK, je sais pas ce que j'ai envie de faire et je vais pas me jeter dans quelque chose de, de facile, entre guillemets, juste parce que c'est moins risqué, parce que ça me fait moins peur. Je trouve du coup ton parcours hyper inspirant. Comment tu t'es lancé d'un point de vue peut-être plus pratique? Alors après, à toi de nous dire ce que tu as envie de nous raconter ou pas, c'est aussi ton chemin, mais moi, je m'imagine, tu vois, une jeune femme de 24, 25 ans, 26 ans qui part au Japon toute seule et qui se dit, OK, je vais lancer mon business du matcha parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle et moi, je suis la première à encourager ma communauté, mes filles, à vraiment écouter, tu vois, cette voix parce que je pense que quand tu as un rêve qui est vraiment, qui est planté dans ton cœur, il est là pour une raison et il faut y aller. Qu'est-ce que tu pourrais partager là-dessus, justement, sur cette voix peut-être qui était là en toi et comment tu as réussi à l'écouter et qu'est-ce qui t'a permis d'aller au-delà de tes peurs? Parce que j'imagine qu'il y avait des peurs. Ouais, il y avait beaucoup de peur, mais tu vois, il y avait beaucoup de naïveté aussi, je le dis souvent. En fait, quand je me suis lancée, je pensais pas du tout que ça allait donner ce que ça a donné et je crois que ça m'a protégée parce que si j'avais vu bah, tout le travail qu'il y allait avoir derrière, quelque part, ça aurait pu me décourager aussi. En fait, en 2018, donc l'été 2018, j'ai fini un CDD et là, je me suis dit, pff, j'ai vraiment pas envie de recommencer à candidater. Ça y est, je crois que j'ai envie d'entreprendre. Et en même temps, j'ai eu une rupture amoureuse et j'avais donc plus d'attache. J'étais un peu perdue à tous les niveaux. Et je me suis dit, je vais aller faire des petits boulots au Japon. C'est le pays qui me donne très envie depuis un petit moment. Et là, c'est le bon moment parce que voilà, je peux y partir longtemps, je peux aller découvrir ce pays et peut-être qu'une idée viendra à ce moment-là. Et en fait, quand j'ai mis les pieds au Japon, mon projet de thé matcha que j'avais complètement mis de côté, euh, mais que j'avais eu 2 ans auparavant à Hong Kong, m'est revenu tout de suite. Je me suis dit, mais en fait, j'avais écrit qu'un jour j'irais peut-être au Japon pour creuser ce sujet, et ça m'est complètement sorti de la tête. Et là, la vie fait que je me retrouve en fait au Japon. J'ai des petits boulots à mi-temps, mais j'ai aussi donc la moitié de mon temps libre. Et en fait, ben, je crois que les étoiles s'alignent et que c'est le moment de creuser. Donc, je dis souvent que je suis partie au Japon pour le sujet du thé matcha, mais c'est pas tout à fait vrai. En fait, je suis partie parce que je suis partie faire des petits boulots et je me suis dit, j'ai 2 mois là-bas, peut-être que ça va me donner une idée de carrière, mais j'étais pas partie avec l'idée du thé matcha en tête. Et c'est quand je suis arrivée là-bas que ça m'est revenu. Ouais. Alors, c'est drôle parce que j'avais lu, mais tu vas me dire peut-être que c'est une erreur, que de base, le matcha venait de Chine et non du Japon. Oui, ça vient de Chine, mais de façon vraiment, enfin, c'est les racines qui sont chinoises, mais ça remonte à très très loin pour le coup. Ça remonte aux années 1000 à peu près. Et c'est vrai qu'à la base, c'est né en Chine et ça a été ramené au Japon, mais ça s'est surtout développé au Japon finalement et ça s'est intégré à la culture japonaise bien plus qu'à la culture chinoise. Mais c'est vrai ce que tu as lu. Parce que oui, justement, l'idée que les thés, enfin la spécialité, l'expertise du thé venait plutôt de Chine que du Japon. C'est vrai. Et alors, t'es parti au Japon, tu t'es dit, OK, je vais commencer à travailler au Japon. Est-ce que tu parlais japonais? Ça, c'est vraiment, ou est-ce que c'est un pays finalement qui est complètement ouvert à l'anglais ou tu vois, à d'autres langues comme ça? Alors, je parlais pas du tout japonais, je parlais anglais. Et en fait, ma chance, c'est que quand tu es au Japon, il y a pas mal de propositions pour les touristes autour du thé. Comme en France, on fait visiter, tu vois, les vignobles, qu'on fait visiter euh, je sais pas moi, les fermes pour goûter des fromages, etc. Ben, là-bas, il y a un peu pareil avec le thé. Donc, ça veut dire qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui ont un minimum de connaissances en anglais.
Et ça m'a bien aidée parce que je suis pas mal passée par ça pour les contacter. Et voilà, je leur disais que moi, j'étais pas juste une touriste. Moi, j'avais un projet plus grand, c'était d'importer du matcha en France. Et grâce à ça, on a pu communiquer. À quel moment tu t'es dit, OK, là, je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se construire parce que moi aussi, j'ai fait une école de commerce, enfin, j'ai fait du développement de produits, je sais un peu quel est le processus du développement d'un produit, ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de te dire, OK, j'ai trouvé le produit, surtout pour un produit finalement comestible, où il faut vraiment que tu Mm. trouves une belle qualité. Et, enfin, je connais le matcha Natae, j'en parle de plus en plus, enfin, la qualité est incroyable, c'est un matcha qui est bio aussi. Et aujourd'hui, et encore plus en Asie, parce que pareil, j'ai voyagé en Asie, c'est facile de tomber dans des petits pièges. Comment tu as su, sachant que tu connaissais pas forcément beaucoup de choses sur le marché du matcha, que tu parlais pas japonais, que tu n'avais pas naturellement des contacts directs sur place, comment tu as mis en place un petit peu ton système sur place pour t'assurer justement ben, de trouver un produit qui soit de qualité à l'image de ce que tu avais envie de construire? Alors en fait, c'est vrai que j'avais des critères assez précis en tête. Moi, je voulais que ce soit un matcha qui soit entre guillemets adapté aux Français. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un matcha qui n'est pas amer. Parce que je me disais, le matcha, ça a plein de qualités qui pourraient vraiment plaire aux Français. Bon pour la santé. Moi, je cherchais un matcha bio. Je me disais, c'est une alternative au café, c'est une source d'énergie qui est saine. J'avais vraiment confiance en le produit, mais par contre, je me disais, l'amertume, attention, les Français n'aiment pas trop ça. Donc, c'était mon premier critère. C'était un matcha qui allait pas être amer. Et le deuxième, donc un matcha bio qui soit produit selon les traditions japonaises. Et donc avec ça, j'ai fait mes recherches, j'ai éliminé certains produits, j'en ai gardé de côté, et puis petit à petit j'ai affiné, j'ai rencontré des nouvelles personnes, et je me suis finalement fixée sur deux agriculteurs qui faisaient pour moi un matcha vraiment supérieur à tous les autres. Donc voilà, c'était ça moi mes boussoles à moi, parce qu'effectivement j'avais goûté du très bon matcha à Hong Kong, et j'en avais aussi goûté du très mauvais, un peu à Hong Kong et puis un petit peu en France aussi. Ça commençait tout doucement. Tout à l'heure, tu me disais qu'il n'y avait pas encore la tendance du matcha. C'est vrai, il n'y avait pas du tout. Mais dans les magasins bio, on en trouvait déjà un peu. Il y avait une marque, je crois, et elle était vraiment pas bonne. Et je me disais, je veux pas importer un matcha de ce type. Moi, je connais un matcha qui est vert vif, qui est vraiment bon, qui fait pas grimacer. Et c'est ça que je veux importer. Je veux montrer aux Français que ça peut être très bon le matcha. Moi, pour ma petite histoire avec le matcha, quand j'ai goûté la première fois le matcha, déjà, je n'avais aucune connaissance, enfin, conscience même qu'il existait, tu vois, différentes qualités de matcha et que du coup, la couleur, en fait, avait une importance en fait. Et c'est vrai que tous les matchas que tu goûtes dans des coffee shops, alors à l'époque, maintenant c'est un peu moins le cas, je pense que aussi les gens sont plus éduqués, donc ils font plus attention, tu vois, quand ils commandent un matcha. Mais moi, les premiers matchas que j'ai goûtés, effectivement, je pense que ce que tu entends tout le temps, c'est ça a un goût d'herbe et c'est hyper amer. Et c'est ce que j'avais trouvé dans mes premières expériences. Et c'est que récemment, du coup, quand j'ai goûté Anatae et que vous m'aviez proposé de, tu vois, de découvrir le produit, je me suis dit, attends, on n'a pas goûté la même chose. En fait, c'est pas. Alors, soit j'ai grandi, tu vois, j'ai vieilli et donc du coup, mes goûts sont affinés, mais j'ai regoûté ensuite par la suite des mauvais matchas et j'ai vu la différence. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de mettre ça en avant en expliquant que la qualité et donc du coup le prix qui vient forcément avec la qualité, c'est obligé en fait pour avoir un produit qui soit de bonne qualité, qui soit rond, qui soit d'un premium, il y a forcément un prix qui vient avec. Est-ce que pour toi, c'était une barrière parce que justement, tu disais que tu avais envie d'importer un produit, donc finalement de le démocratiser un petit peu dans un pays qui ne le connaissait pas un peu. Le prix, je pense que ça fait partie des barrières, enfin, des plus grands obstacles à l'achat. Comment tu es arrivé à te dire, à trouver justement ce compromis entre j'importe un produit vert pomme Mm. qui reste bio, mais qui pour autant, et moi je le trouve, et c'est, enfin, je suis hyper authentique quand je partage sur les réseaux. Je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix par rapport à d'autres choses que j'ai pu voir sur le marché. Donc, comment tu es arrivé déjà ouais, à trouver ce compromis et à réellement le mettre en place pour pouvoir le proposer à tes clientes? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que au départ, moi, j'avais fait un peu le même constat que toi, où je m'étais dit, mais
Il y a des matchas vraiment différents les uns des autres et je savais pas trop pourquoi. Moi, je savais juste que je voulais un matcha de haute qualité, mais je savais pas qu'est-ce qui se cachait derrière en fait. Et en faisant mes recherches et en visitant des champs, des usines, j'ai compris. J'ai compris que ça pouvait venir de la méthode de récolte, de la saison de récolte, par exemple. Les meilleurs matchas sont récoltés au printemps. Et quand on voit des matchas kaki qui ont le goût d'herbe, en général, c'est des matchas qui sont issus de thé récoltés plutôt en été ou en automne. Donc en fait, j'ai compris ces subtilités-là et ça m'a permis de me dire, je vais pouvoir justifier un prix plus élevé parce que ce sera meilleur que ce qu'on trouve déjà. Et, euh, et après, je pense aussi que je n'imaginais pas que ça rentrerait autant dans le quotidien des gens. Je pensais que ça resterait un produit assez luxe, comme d'autres produits qui coûtent cher. Je vais pas parler du caviar parce qu'on n'en est pas là, mais tu vois, c'est pas tout le monde qui mange du caviar, c'est pas tout le monde qui boit du champagne, c'est pas tout le monde qui a un excellent café chez soi. Bah, je pensais que ça serait un petit peu pareil, et puis finalement, j'ai été assez surprise de voir que les gens étaient prêts à casser la tirelire, si je peux dire, pour avoir un matcha de haute qualité, même ceux qui ne sont pas spécialement riches ou ne sont pas spécialement, ont pas forcément l'habitude de dépenser des fortunes pour leur alimentation. Ça m'a un peu surprise et c'est bon signe, ça veut dire que les personnes finalement comprennent le message, comprennent que c'est bon pour elles et que ça peut nécessiter de débloquer un budget. Mais oui, je pense que j'avais confiance en mon prix parce que je savais qu'il était juste, mais je pensais pas que ça allait toucher autant de personnes. Est-ce que tu avais des valeurs? Parce que je pense que c'est pilier quand on développe une marque. C'est la première chose qu'on se demande, c'est quelles sont mes valeurs aussi bien autour de mon produit que d'un point de vue, tu vois, team management. Ces valeurs que tu vas vraiment diffuser dans ton entreprise et au travers de ta marque. Est-ce que tu avais des valeurs fondamentales? Je t'ai dit, OK, ça va être un peu mon intention, tu vois, ma direction pour construire ma marque et mon entreprise. En fait, Anatai, ça veut dire pour vous en japonais. Et j'ai choisi ce nom parce que pour moi, boire du matcha, c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Donc c'est un geste assez égoïste, encore une fois, mais je trouve que c'est important. Euh, et donc mon idée, c'était vraiment que les gens prennent ce moment pour eux, se chouchoutent un petit peu et prennent quelque chose qui est bon pour leur santé. Il y avait aussi l'idée de cadeau que je ramenais d'un pays lointain. Et quand on offre un cadeau, ben, c'est pour quelqu'un. Donc ça aussi, il y avait aussi cette idée de cadeau, voilà, de petits bouts de culture que je ramène en France pour vous. Et l'idée aussi de supporter, enfin de soutenir, pardon, des agriculteurs qui cultivent en bio. Il y en a pas beaucoup au Japon encore. C'est vraiment difficile pour eux parce qu'ils ont des prix plus élevés et c'est pas toujours compris par les Japonais. Donc il y avait cette idée de cercle vertueux qui ferait en fait une bonne action un peu à divers niveaux. C'était ça mon idée. C'était vraiment de proposer quelque chose de vertueux qui fait du bien. Et j'étais un peu dans l'idée de qui même me suivent, tu vois. C'est pour ça que je dis que je pensais pas qu'il y aurait un tel engouement et que les personnes qui n'ont pas forcément le budget iraient jusqu'à le débloquer. Parce que je me disais, ben, mon produit, il va séduire qui va séduire. Il vaut ce qu'il vaut, c'est fait avec honnêteté et on va voir ce que ça donne, quoi. C'était vraiment comme ça, c'était vraiment ça mon intention. C'est hyper beau parce que justement, ça la question d'équilibre. Mais je trouve ça hyper bien beau en fait que tu dis. En fait, je propose un produit qui me plaît, qui est honnête avec ce que j'ai envie de faire et avec un mec qui pourra en fait au moins s'aligner avec la personne que je suis, avec l'intention de ce projet. Mm. Du coup, à quel moment tu t'es dit ok, ça va devenir mon job à temps plein? Parce que j'imagine qu'au début, tu continuais de travailler un petit peu à côté et tu avais besoin d'une source de revenus et à la taille, te générais pas encore cette source de revenus. À quel moment, déjà, tu t'es dit, OK, je me lance à fond? Et deuxièmement, tu t'es dit, OK, là, je commence à recruter des gens et je commence vraiment à élever cette bébé entreprise en finalement vraiment une team et ça devient un tout autre métier parce que tu as commencé avec du sourcing, avec du développement de produits. Et là, Camille, elle est plus dans le sourcing, elle est plus dans le développement de produits. Finalement, maintenant, elle est dans le management. C'est Ouais, deux métiers qui sont complètement différents. ouais, c'est vrai. En fait, j'étais encore une fois assez naïve parce que même si je croyais beaucoup en mon projet, je croyais que j'allais
être auto-entrepreneur, que j'allais être seule, que j'allais importer ce thé, que j'allais le vendre en France. J'étais assez convaincue du fait que ça allait trouver un public, mais je me disais, je vais rester seule, tu vois, je vais juste voilà, vivre de la marge que je vais faire sur ce produit, et puis c'est tout. Et j'avais une idée assez claire de comment j'allais développer la marque. En fait, je pensais aux réseaux sociaux, je me disais, Instagram, ça peut être mon outil pour développer cette boîte parce que le matcha, c'est vert vif, et je me disais, ça va attirer. Tu vois, on n'avait jamais vu encore à l'époque des lattés vert vif sur les réseaux, etc. Je me disais, ça peut être vraiment quelque chose qui aide parce que c'est très visuel. Et puis après, les gens pourront venir sur mon compte et entendre que ça a aussi des bienfaits pour la santé et tout ça. Donc en fait, au début, je m'imaginais être seule. Et c'est comment dire, petit à petit, le succès a fait que j'ai dû recruter une personne, puis deux, puis trois. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est 11. Mais en fait, jamais j'aurais dit... ben moi, je veux être à la tête d'une boîte de 30 ou 50 personnes. Et je le dis toujours pas d'ailleurs, mais je sais pas de quoi demain est fait parce que à chaque fois, il y a un nouveau besoin, donc on recrute une personne. Et c'est comme ça qu'on arrive, qu'on arrive à ce groupe aujourd'hui. Donc je sais pas où ça va nous mener. Mais oui, c'est vrai que c'est un métier qui a complètement changé. Du coup, moi, j'étais toute seule au départ. J'ai investi les 14 000 euros que j'avais. Ça me dérange pas de donner le montant. Je trouve que c'est bien aussi de dire les choses telles qu'elles sont. Euh, J'avais 14 000 euros on va dire, d'argent de côté pour une première maison ou une voiture et j'ai décidé finalement de les investir dans un Atae. Et les premiers temps, donc j'étais au chômage, puis au RSA et je faisais des petits boulots. Et puis petit à petit, j'ai pu commencer à faire un peu moins d'heures dans ces petits boulots. Et donc, j'ai pu consacrer plus de temps à Natae jusqu'à y passer tout mon temps et à pouvoir enfin me rémunérer au bout de 2 ans et demi, 3 ans, tu vois. Donc ça a quand même mis du temps. Ça a été crescendo, mais comme je dis souvent, ça a quand même été chaque mois un peu plus que le mois d'avant. Et donc, bah, c'est comme ça qu'on est arrivé là où on est aujourd'hui, quoi. C'était vraiment petit à petit. J'ai pas eu une vision et je me suis dit, je me donne 10 ans pour y aller. Non, c'est plus petit à petit, j'ai vu quelle allait être la prochaine étape, quoi, tu vois. Moi, je trouve que c'est quand même assez rapide, quand même, 2, 3 ans. Enfin, ça peut prendre du temps, comme ça peut ne pas fonctionner, et ça peut être ta seconde idée qui fonctionne, mais je trouve que quand même, l'évolution est rapide, et donc le shift, et sûrement ta capacité aussi de t'adapter à ce qui était en train de se passer devant toi, est quand même assez impressionnante et assez inspirante. Merci. Est-ce que quand tu as tenu le premier produit à Nathalie dans tes mains, il s'est passé un truc en toi où tu t'es dit, OK, on est en train de créer ou je suis en train de créer quelque chose de fort et là, j'ai envie de, c'est mon bébé finalement, j'ai vraiment envie de donner tout ce que j'ai. Ouais, complètement. J'avais décidé avec les agriculteurs que j'avais sélectionnés la taille et le type de packaging. En fait, il m'avait dit, voilà, nous, on t'explique, le matcha, c'est assez délicat, donc ça peut pas être conditionné dans n'importe quel packaging. Il faut que ce soit opaque et hermétique. Donc, il m'avait dit, on a le choix entre ça, ça et ça. Et j'avais dit, ben, moi, les petites canettes, là, je les trouve jolies, partons sur ça. Et donc, j'avais reçu ça, j'avais reçu un exemplaire à Paris. Je me souviens, j'habitais dans un petit studio à Paris à l'époque. Et j'avais bidouillé une étiquette produit avec, avec mes compétences qui sont pas celles d'un designer. Et j'avais imprimé ça avec une échelle un peu douteuse. Et puis j'avais collé l'étiquette autour du pot et je m'étais dit, ça va ressembler à peu près à ça. Et ça m'a fait vraiment quelque chose. Et je me suis dit, bon, ben, j'espère que ce pot, avec une étiquette retravaillée, bien sûr, sera un jour dans les cuisines de certaines Françaises ou certains Français. Et c'est vrai que moi, c'est ce moment-là que je me souviens. Donc, c'est pas le produit 100% fini, mais c'est un espèce de prototype où, tu sais, tu regardes ça et tu te dis, tu fais presque comme une prière, quoi. Tu te dis, allez, euh, j'y crois et je vais tout donner, quoi. Ouais. Comment tu as construit justement l'identité de la marque à Nathalie? Tu avais ton nom, tu as une signification qui est très forte.
Comment est-ce que déjà tu as une idée en tête? Moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc souvent, j'aurais pas le nom en premier, j'aurais sûrement les couleurs, j'aurais peut-être le logo, quelque chose comme ça. Comment tu t'es dit, ok, ça va ressembler à ça, le logo sera comme ça, je veux ces couleurs-là, etc., etc. Alors moi, ce que je me disais, c'était que en fait, j'étais en train de d'importer un produit brut, c'est-à-dire que c'est 100% thé vert matcha, tu vois, il n'y a pas de recette farfelue, il n'y a pas d'ingrédients mystères, c'est vraiment transparent, il n'y a qu'un seul produit dedans, c'est simple, c'est naturel, et je voulais qu'en fait, toutes ces idées-là se reflètent dans la marque. Qu'on voit que c'est simple, que c'est pas futuristique, que c'est hyper lisible. Donc c'est pour ça que j'imaginais des couleurs et une direction artistique très simple. Donc je me disais ça va être blanc, noir, beige, vert, parce que ça c'est des couleurs naturelles. Et finalement on a gardé un peu tout ça jusqu'à aujourd'hui, hein, même si ça a évolué un petit peu parce que j'ai embauché des gens dont c'est le métier. Mais on a quand même gardé cette identité hyper simple, tu vois, avec nos packaging qui sont quand même très épurés. Et pour moi, c'était vraiment lié à, oui, au produit, au message. Euh, je voulais que ce soit lisible et que de cette manière-là, ça attire confiance, tu vois. Que ça puisse être transparent et simple. Voilà, c'était ça mon idée. Aujourd'hui, tu vends uniquement sur ton site, c'est ça? Tu vends pas en supermarché, tu vends pas dans des boutiques spécialisées. Comment t'as... Dis-moi, peut-être que je Mm. me trompe. Ouais, ouais, en fait, on a quand même des clients pros. Euh, Nous, en fait, notre chiffre d'affaires, il se compose de cette manière. C'est à peu près 50% sur notre e-commerce. Ensuite, je dirais 10 à 15% sur d'autres e-commerce, donc en ligne, mais pas sur notre site. Et le reste, donc environ 30-40%, ça va être des clients professionnels qui se séparent en deux catégories. La première, c'est les cafés, hôtels, restaurants qui vont eux recevoir notre matcha et le retravailler, donc par exemple pour le servir à leur carte. Donc là, ils vont faire des matchas latte ou des pâtisseries. Et la deuxième typologie de clients professionnels, c'est des boutiques. Donc on n'est pas en supermarché, mais on est dans des boutiques bio, dans des concept stores, dans des petites épiceries. Voilà. Pour tout ce qui est, tu vois, je me posais cette question parce que je sais d'ailleurs, les filles, que ça peut intéresser de boire du matcha à Nataï dans leur ville. Sur Instagram, de mémoire, il y a un petit récap avec les villes et j'ai vu passer un post récemment sur Lyon justement parce que moi je suis plutôt basée à Lyon en France. Comment tu contrôles justement comment est fait le matcha? Parce que j'ai déjà eu des expériences dans des cafés où, alors pour le coup, c'était plus par rapport à du café, mais je sais que ça fonctionne de la même manière avec le matcha, où je savais que les grains, je savais que la qualité du produit brut était excellente, mais comme la préparation était mal faite, et ben en fait, tu n'es pas valorisé réellement le goût du matcha et quand Anataï finalement est mis en avant dans un coffee shop et que le matcha n'est pas bien préparé, il peut avoir des grumeaux, il peut, bref, je sais pas. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Est-ce que tu as des critères et comment tu veilles à ce que justement ces critères-là et ces règles elles soient bien respectées dans les coffee shops? C'est pas facile, hein. C'est pas facile. En réalité, il faudrait quelqu'un qui va sur le terrain et qui montre très régulièrement aux baristas comment faire. Et on n'a pas cette personne-là. Donc, ce qu'on fait avec les moyens du bord, c'est que quand on commence à travailler ensemble, on leur donne toutes les infos qu'on peut leur donner. La conservation, la préparation, des tutos vidéo. Parfois, on peut aussi se rendre sur place, mais bon, on peut pas être partout parce qu'on en a quand même beaucoup aujourd'hui. Donc, on va dire qu'on le fait pour ceux qui demandent absolument ou les plus gros. Et ensuite, au quotidien, parfois ils décident de dire que c'est Anatae, parfois ils le font pas. Donc, en fait, tu peux aller dans un coffee shop et boire notre matcha sans le savoir. Et c'est vrai que quand ils le disent, on espère qu'ils vont appliquer nos conseils, mais on peut pas, à ce jour, on n'a pas de méthode pour s'en assurer à 100%. On essaye de faire en sorte que nos messages soient respectés et que le produit le soit aussi, du coup. Mais c'est vrai que s'il y a un nouveau barista qui a mal été formé, bah, ça peut nous échapper, quoi. Donc pas évident, ce sujet-là. Quel a été, Camille, ton plus grand choc entre l'idée d'être entrepreneur, d'être manager et la réalité de ce qui s'est présenté à toi? Est-ce que tu as vécu un choc ou est-ce que ça a été plutôt en adéquation avec ce que tu avais en tête?
Dans cette première partie d'épisode, on a plongé dans le parcours de Camille, on a parlé de son cheminement personnel, de ses débuts, de l'idée qui a émergé et surtout du passage d'une intuition, d'une envie à la création concrète d'Anatae. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de notre épisode dans laquelle on va parler de la réalité de l'entrepreneuriat, notamment des peurs, des doutes, des croyances limitantes, ainsi que des vrais mindset shifts qui ont façonné non seulement Anatae mais aussi la femme que Camille est devenue. Si tu souhaites découvrir la qualité des produits Anatae, je te mets mon code ainsi que le lien en description de cet épisode. Tu peux utiliser le code MarineC10 pour moins 10% sur chacune de tes commandes qui se cumulent avec toute promotion en cours. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler d'alignement, de challenge, mais aussi de vision pour la suite. Merci pour ton écoute et on se retrouve très vite pour la seconde partie de notre épisode.